Bon, j'ai beaucoup de plaisir à présider une session en tant que neurologue à Clermont-Ferrand, session qui a été organisée, proposée par Marion Le Boyer, qui est professeure des universités en psychiatrie à Créteil et directrice d'une équipe INSERM, sur un concept qui nous réunit ou qui nous éloigne parfois de pathologies auto-immunes et plus particulièrement dans le domaine des psychoses pour aujourd'hui. Bon, c'est un grand plaisir de tous se retrouver enfin en présentiel, en vision 3D, ce qui va nous changer considérablement de notre quotidien, enfin. Et donc, ça va être un moment enfin à nouveau d'échange. Et le programme est extrêmement alléchant sur ce nouveau concept. Et je vais laisser Marion Le Boyer nous le présenter avec sa vision de clinicienne. Merci beaucoup. Place donc à la psychiatrie après une introduction par un neurologue pour bien illustrer le fait que ce sujet est clairement à la frontière entre la neurologie et la psychiatrie. Et pendant que mes diapositives se chargent, je voulais vous redire à quel point ça fait plaisir de se retrouver dans un vrai amphi avec des vrais collègues assis sur des vraies chaises et pas en Zoom. Et voilà, je suis très heureuse d'être là. C'est un superbe endroit. Et très heureuse aussi de démarrer ces nouvelles journées neurosciences, psychiatrie et neurologie, qui sont vraiment une occasion formidable de se rencontrer et d'échanger autour, comme on vient de vous le dire, d'un sujet tout à fait passionnant que sont les psychoses auto-immunes. Et je vais commencer cette première présentation par vous présenter le point de vue du clinicien sur cet enjeu de santé mentale ou même probablement de santé publique. Je commence par citer Susanna Callahan, que ceux qui connaissent bien ce domaine ont sûrement lu, qui est une journaliste américaine qui, en 2012, a raconté son expérience puisqu'elle a été atteinte par une psychose auto-immune. Et la citation qui est ici résume bien l'objectif de ce symposium ce matin, qui est d'essayer de savoir comment identifier dans nos services de psychiatrie combien de patients sont atteints par cette pathologie, qui non seulement peut être diagnostiqué cliniquement, mais aussi probablement biologiquement, et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, et surtout, une fois qu'on l'aura démontré, pourra probablement un jour être soigné avec efficacité. Alors de quoi on parle? On parle, et c'est là qu'il y a toute une discussion nosographique entre cliniciens, entre biologistes, entre neurologues et entre psychiatres, parce qu'il y a différentes définitions de ces différentes entités qui sont en train d'être décrites. Dalmo, qui est un neurologue américain d'origine espagnole, a décrit quand il était aux États-Unis en 2007 ce qu'on a appelé les encéphalites auto-immunes, qui sont des pathologies dues à la présence d'auto-anticorps dirigés contre les récepteurs NMDA, qui sont identifiés dans le liquide céphalorachidien et qui répondent favorablement à l'immunothérapie. Auparavant, Bechter, qui est un médecin allemand, avait décrit le concept de mild encephalitis en décrivant des entités qui étaient dues ou associées à une inflammation de bas niveau, dont il disait qu'ils étaient responsables de maladies psychiatriques. Ensuite, on a décrit ce qu'on appelait les encéphalites auto-immunes, qui sont donc des encéphalites avec des auto-anticorps dirigés contre des protéines synaptiques. Les collègues anglais, et en particulier Tom Pollack, a écrit un certain nombre de papiers pour décrire ce qu'il a appelé les SNAPS, qui sont les Synaptic and Neuronal Autoantibody Associated Psychiatric Syndromes. Et nous avons décrit en France le concept de psychose auto-immune en 2017, en décrivant ces entités, qui sont encore des hypothèses aujourd'hui, mais comme étant des sous-groupes de troubles psychotiques chez des patients avec un tableau clinique particulier, à la fois sur le plan de leurs antécédents, mais aussi du tableau clinique qu'ils présentent, et sur le plan du diagnostic biologique, ce sur quoi on va revenir. Alors, on avait, pour asseoir cette entité diagnostique, décrit avec Jérôme Honorat, en revenant sur un certain nombre de dossiers de patients qui avaient été vus à Lyon, on avait réalisé en 2016 une étude rétrospective de 111 patients avec des tableaux cliniques purement psychiatriques, en l'occurrence des psychotiques, chez qui on avait trouvé des auto-anticorps dans le sérum dirigés contre des récepteurs NMDA, avec le tableau clinique qui est décrit ici. Une grande partie avait été initialement hospitalisée en psychiatrie sans tableau clinique particulier. Ça pouvait être des troubles de l'humeur, des idées délirantes, des hallucinations. Une majorité de femmes présentant quasiment tous des symptômes neurologiques mineurs à type de migraine, de confusion, d'amnésie,
d'épilepsie, de paresthésie, de mouvements anormaux et de dysarthrie, et quasiment un quart d'entre eux avaient une intolérance aux neuroleptiques ou des symptômes catatoniques. C'est ce qui nous avait conduit à décrire en 2017 le concept de psychose auto-immune, qu'on avait défini comme étant un tableau psychiatrique associant des tableaux sans grande spécificité, mais souvent à début très brutal, associés à des symptômes neurologiques mineurs, associés souvent à une intolérance ou une résistance aux antipsychotiques, et avec la présence de marqueurs sanguins spécifiques que sont des auto-anticorps dirigés contre des récepteurs aux neurotransmetteurs, avec d'autres marqueurs d'inflammation et des antécédents particuliers, souvent des antécédents familiaux et personnels de maladies auto-immunes, et souvent aussi des antécédents personnels d'une histoire infectieuse et des antécédents de traumatismes cérébraux. La grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut proposer à ces patients des traitements immunomodulateurs comme des corticoïdes, des perfusions d'immunoglobulines ou du rituximab? C'est encore une question et l'objet de recherche. Alors, quels critères pour définir ces patients qui pourront peut-être un jour recevoir une immunothérapie? Et tout ça est une affaire encore de recherche, et c'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation partout sur cette diapositive. Première question qui se pose à nous, les médecins: quand prescrire la recherche d'auto-anticorps? Est-ce que le début brutal d'un tableau psychiatrique suffit? Est-ce que la résistance au traitement doit induire la recherche de ces auto-anticorps? Est-ce que la présence de symptômes catatoniques doit aussi être une indication à rechercher ces auto-anticorps? Est-ce que les antécédents personnels d'infection, de traumatisme cérébral, les antécédents familiaux de maladies auto-immunes doivent nous conduire à rechercher ces auto-anticorps? Deuxième question, et Laurent Groc en parlera tout à l'heure: comment est-ce qu'on doit mesurer ces auto-anticorps? Est-ce qu'on peut se contenter de les mesurer dans le sang, ou est-ce qu'il faut faire une ponction lombaire et les rechercher dans le liquide céphalorachidien? Quelle méthode de dosage doit-on choisir? Est-ce qu'on doit systématiquement rechercher l'impact fonctionnel sur le fonctionnement synaptique de ces auto-anticorps? Autre question, quel type d'investigations complémentaires sont nécessaires? Est-ce qu'il faut faire un bilan biologique à la recherche d'autres auto-anticorps, à la recherche de marqueurs de l'inflammation, à la recherche de génotypes du système HLA? Est-ce qu'on doit faire un EEG? Est-ce qu'on doit faire bien sûr une imagerie cérébrale? Et puis bien sûr, qui doit-on traiter et qui ne doit-on pas traiter? Petite revue de la littérature pour vous montrer qu'il y a eu énormément de revues qui ont été déjà écrites sur ce sujet. Dans le Lancet Psychiatrie, en 2016, Graus et un collaborateur dans l'équipe de Dalmo décrivent des critères diagnostiques pour ce qu'il appelle l'encéphalite auto-immune, avec toute une série de critères diagnostiques et biologiques touchant essentiellement le liquide céphalorachidien. Ensuite, nous avons écrit un papier en 2019 dans Lancet Psychiatrie pour essayer d'aboutir à un consensus international sur l'approche diagnostique de ces entités qu'on a appelées des psychoses suspectées d'origine auto-immune, avec 3 types de critères diagnostiques en faveur soit d'un diagnostic de psychose auto-immune possible, probable ou défini, avec là aussi toute une série de critères diagnostiques, tournant autour à gauche du fait que ce sont des pathologies qui démarrent brutalement, s'installant en moins de 3 mois, associées à un cortège de symptômes neurologiques et avec des anomalies à la fois en IRM, à l'EEG et dans le liquide céphalorachidien. Et un des enjeux de la discussion est de savoir si on se base sur la présence d'auto-anticorps dans le liquide céphalorachidien et ou dans le sérum. Alors, ces critères que je vous incite à lire tranquillement dans ces 2 publications du Lancet Psychiatrie sont en fait très probablement la pointe de l'iceberg d'entités diagnostiques qui sont probablement beaucoup plus fréquentes. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ces critères sont trop sévères et pourraient risquer d'exclure des patients qui présenteraient soit un tableau psychotique d'installation beaucoup plus chronique, la présence d'auto-anticorps dans le sérum mais pas dans le liquide céphalorachidien, qui éventuellement aurait un EEG ou une IRM normale. Mais aujourd'hui, l'enjeu de la recherche, c'est de prouver que ces patients existent, qu'ils sont porteurs d'auto-anticorps dans le sérum, qui ont un impact fonctionnel au niveau synaptique et qu'ils répondent à une immunothérapie. Et pour illustrer, plutôt que de vous faire un long discours sur la revue de la littérature, je vous ai proposé 4 vignettes cliniques de patients que nous avons vus dans le service à Créteil, où on essaye systématiquement d'investiguer et d'explorer des patients qui ont des tableaux cliniques évocateurs de psychose auto-immune. Premier exemple, Madame G, 38 ans, atteinte d'un trouble bipolaire, on ne parle pas de psychose, et chez qui nous avons trouvé un auto-anticorps anti-récepteur anti-NMDA dans le sérum. Elle a une histoire
assez classique. Avant le début du trouble bipolaire, boulimie et phobie sociale. À 30 ans, premier épisode maniaque avec hallucination, traité par antiépileptique. À 32 ans, apparition d'un syndrome malin des neuroleptiques. À 33 ans, syndrome métabolique. Et depuis, elle est stable sous traitement par lithium. Ses antécédents médicaux, asthme, rhabdomyolyse post-virale, suspicion d'épilepsie temporale. Et qu'est-ce qu'on trouve biologiquement chez cette patiente? On trouve d'abord des auto-anticorps qui témoignent du démarrage d'un lupus. On trouve en 2017 des anticorps anti-récepteurs NMDA qu'on ne retrouve pas lors d'un bilan ultérieur en 2020. On trouve des petites anomalies dans le liquide céphalorachidien, mais surtout pas d'auto-anticorps contre le NMDA, le récepteur NMDA, une IRM cérébrale sans anomalie, une PET-IRM sans anomalie, et en EEG des petites anomalies temporales. Que faire de ces éléments biologiques? C'est une question. Autre exemple, Madame R, 45 ans, trouble bipolaire, là aussi présence d'auto-anticorps anti-récepteur NMDA dans le sérum avec un tableau clinique différent, un début très précoce de son trouble bipolaire à 15 ans, avec plusieurs épisodes dépressifs suivis de virage hypomane, premier épisode maniaque à 23 ans post-prise de cannabis, un syndrome métabolique sévère après l'introduction d'un antipsychotique et un traitement correctement conduit et pris, mais une persistance de symptômes dépressifs, des antécédents médicaux assez classiques dans le cadre du trouble bipolaire, obésité, tabagisme, un métabolisme ultra rapide et une allergie à certains médicaments. Qu'est-ce qu'on trouve sur le plan des examens complémentaires? Une CRP élevée qui reste élevée entre 20 et 40 mg, un témoin biologique d'antécédents d'infection par la toxoplasmose, différents auto-anticorps et un auto-anticorps anti-NMDA qu'on retrouve une fois et qu'on ne retrouve pas ultérieurement. Et dans le liquide céphalorachidien, quelques témoins d'inflammation, pas d'auto-anticorps contre le NMDA, IRM et PET-IRM sans anomalie. Autre exemple, d'un auto-anticorps dont Uwe Maskos va vous parler, qui est un auto-anticorps dirigé contre une sous-unité du récepteur alpha-7 du récepteur nicotinique et qu'on retrouve dans le sérum et dans le liquide céphalorachidien d'un patient qui a non seulement un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi apparition à l'âge de 25 ans d'une pathologie évoquant une schizophrénie qui se poursuit depuis. Et qu'est-ce qu'on trouve chez ce patient? Des anomalies à l'EEG, pas d'anomalies en imagerie cérébrale, la présence d'un auto-anticorps anti-NMDA et d'un anticorps anti-alpha-7 et qu'on ne retrouve pas dans le liquide céphalorachidien. Alors ceci dit, pour compliquer un petit peu tous ces exemples, publication qu'on a réalisée il y a quelques années avec l'équipe de Laurent Groc et qui montre que la présence d'un auto-anticorps, si on ne parvient pas à démontrer l'impact fonctionnel au niveau de la synapse que Laurent Groc va vous décrire, c'est vraiment une question de savoir s'ils ont un impact fonctionnel et si on doit prendre en compte des auto-anticorps dans le sérum ou dans le LCR sans conséquences fonctionnelles. Et c'est ce qu'on a observé chez ce patient atteint d'autisme sans retard mental qui avait dans le sérum un auto-anticorps anti-NMDA. Et quand on a fait l'étude in vitro pour regarder s'il y avait un impact au niveau synaptique, on n'a rien retrouvé. Donc beaucoup de questions sur une entité clinique qui est vraiment porteuse d'espoir pour nos patients parce qu'il concerne probablement beaucoup de patients, mais il y a énormément de questions qui sont devant nous. Est-ce que on doit porter un diagnostic de psychose auto-immune quand il y a des anticorps uniquement dans le sérum? Est-ce qu'on doit élargir la recherche des auto-anticorps, pas seulement à des cas de patients qui démarrent de façon très brutale une pathologie psychiatrique? Est-ce qu'on doit étendre au-delà des pathologies psychotiques à la recherche d'auto-anticorps, par exemple dans le TOC, par exemple dans l'autisme et en particulier dans les cas d'autisme régressif? Est-ce qu'il faut créer en France des plateformes diagnostiques pour rechercher ces auto-anticorps qui aujourd'hui sont compliqués à identifier et à mesurer? Et est-ce qu'il faut soutenir, et bien sûr je répondrai oui, la création de réseaux collaboratifs pour qu'on puisse mettre en commun les échantillons biologiques et les données cliniques sur ces pathologies? C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau européen en ayant créé un réseau européen d'immunopsychiatrie auquel vous êtes bien sûr les bienvenus, où on travaille ensemble à la fois sur les cas cliniques et sur les collections biologiques pour pouvoir mieux comprendre et mieux diagnostiquer ces patients.
Et puis je voudrais signaler qu'il y a 2 essais thérapeutiques en cours pour essayer donc de soigner et de tester l'efficacité des immunothérapies chez ces patients. Un essai thérapeutique qui doit être en train de se terminer à Oxford, qui est porté par Belinda Lennox, et un essai thérapeutique, un PHRC, qui va démarrer à Bordeaux, on espère, à la rentrée prochaine, qui est un PHRC qui s'appelle Team des pistes et qui est porté par notre collègue Frédéric Villéga à Bordeaux. Voilà ce que je voulais vous présenter pour faire une petite introduction et surtout finir en remerciant tous les collègues qui ont participé à des années de travail pour arriver à essayer de comprendre ces entités et surtout cet espoir diagnostique et thérapeutique qu'il y a pour nos patients. Bien sûr, Laurent Groc qui va vous présenter ses résultats et qui est directeur de recherche à Bordeaux, Jérôme Honorat, avec qui nous avons travaillé sur très nombreux dossiers cliniques, Uwe Mascos à l'Institut Pasteur, et puis au sein du département que je dirige à Créteil, à la fois les cliniciens, mais aussi les cliniciens des centres experts, le laboratoire neuropsychiatrie translationnelle où nous faisons énormément de recherches sur ce sujet, et puis les équipes sans lesquelles on ne pourrait pas travailler à la Biobanque de Mondor, que je remercie. Merci de votre attention. Peut-être continuer la discussion. Justement, ça va être l'occasion de. Merci pour cette très belle. Je pense que vous pourrez rester ici parce qu'il faut que. À moins qu'on fasse une discussion commune à la fin, hein, sauf s'il y a une question brûlante. En tout cas, merci pour cette introduction. Très beaucoup d'enfants par exceptionnel. Il a déjà été présenté. Donc Laurent Groc, qui est directeur de recherche à l'Institut Bagindy à Bordeaux et qui apportera une vision peut-être un peu plus physiopathogénique sur le rôle de ces anticorps. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, mes remerciements à Marion pour l'organisation de ce symposium et aux organisateurs pour ces journées. C'est évidemment, comme ça a été dit précédemment, un immense plaisir d'être là en personne aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis neurobiologiste et donc dans mon laboratoire, on essaie de comprendre les mécanismes par lesquels ces auto-anticorps perturbent le fonctionnement synaptique. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est les avancées, ce que l'on a pu comprendre, les questions qui restent en suspens bien sûr, et les efforts translationnels que l'on fait avec Marion, les centres experts de la Fondation fondamentale avec Uwe Mascos sur différents aspects. Donc juste un petit rappel, en fait le lien entre auto-immunité et psychose en fait a quasiment 100 ans. Alors c'est toujours difficile de mettre un point de démarrage, mais j'aime toujours rappeler ces travaux de Lehmann Fassus, un médecin allemand dans les années 30 qui avait montré qu'il y avait une espèce d'autoréactivité dans le sang des patients avec diagnostiqués avec une schizophrénie sur du tissu cérébral. Et donc depuis, il y a eu toute une série d'auto-anticorps qui ont été identifiés. Vous pouvez voir ici des acteurs qu'aujourd'hui on connaît particulièrement bien, les récepteurs glutamatergiques des synapses excitatrices dans le cerveau. Puis vous reconnaissez ici des récepteurs, des grandes voies de neuromodulation, récepteurs dopaminergiques, récepteurs nicotiniques, récepteurs myopioïdes, sérotoninergiques aussi. Et donc tout ça, évidemment, allait de pair avec ce que l'on connaît extrêmement bien sur le rôle ou la non-fonctionnalité de la transmission NMDA glutamatergique dans les modèles de troubles psychotiques et le rôle et l'interaction avec les systèmes neuromodulateurs type dopaminergique. Mais comme l'a très bien dit Marion, la présence d'auto-anticorps ne suffit pas à prouver le lien ou en tout cas l'aspect pathogénique de ces molécules. Donc je vais évidemment pas du tout rentrer dans le détail de ça, mais juste pour vous rappeler que ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans ce champ et dans ces grandes questions, c'est à la fois évidemment pouvoir détecter ces auto-anticorps, montrer une pathogénicité moléculaire, une pathogénicité chez l'animal, et bien évidemment montrer qu'un traitement, une immunothérapie est capable de reverser les différents symptômes observés chez les patients. Et donc là, on rentre dans évidemment une zone extrêmement complexe où certains auto-anticorps ont réussi à
retenir l'attention des chercheurs avec des évidences sur certains aspects, mais pas sur tous. Donc on est encore aujourd'hui au milieu du gué sur la compréhension et sur l'identification de ces auto-anticorps. Donc les auto-anticorps contre le récepteur NMDA dans l'encéphalite, ça a été très bien décrit par Marion, donc j'irai extrêmement vite là-dessus, donc avec un tableau clinique qui vous a été présenté. Et donc cet auto-anticorps détecte et se lie à un récepteur NMDA, qui est un récepteur clé dans la transmission des synapses glutamatergiques, pour la plasticité des synapses glutamatergiques, pour le développement des synapses glutamatergiques et des grandes fonctions cognitives. Et donc, ce qui a été montré il y a maintenant plus de 10 ans, 10-15 ans, à la fois par le groupe de Josep Dalmau et mon groupe avec Jérôme Honora et d'autres laboratoires, c'est que cet auto-anticorps, chez ces patients diagnostiqués par Josep à l'époque, ces auto-anticorps empêchent la stabilisation des récepteurs NMDA au niveau de la synapse, et donc conduisent à une hypofonction de la transmission glutamatergique et NMDA en particulier. Et donc, on a perte des fonctions dépendantes du récepteur NMDA, la plasticité des synapses, la dysfonction du réseau et l'encodage dans des fonctions cognitives qui est totalement perturbée. La question qu'on se posait à l'époque avec Marion en particulier, c'est de se dire, est-ce qu'on retrouve ces auto-anticorps dans des cohortes de patients avec des tableaux psychotiques bien définis, et on est parti donc d'un travail où on a recherché la présence de ces auto-anticorps chez des patients diagnostiqués avec une schizophrénie. Et donc ce qu'on a pu montrer en 2017, c'est qu'un peu moins de 20% des patients identifiés dans cette cohorte possédaient des auto-anticorps contre le récepteur NMDA au niveau sanguin. Vous pouvez voir tout de suite à côté que lorsque l'on compare la concentration de ces auto-anticorps chez des patients définis avec un tableau clinique d'encéphalite NMDA, on voyait qu'on avait clairement des auto-anticorps et des concentrations bien plus diluées que celles observées chez les patients avec des encéphalites. Donc on voyait déjà qu'on avait deux types de concentration entre ces différents pouls. Un point très important qui a été au cœur des discussions et du travail à l'époque était de savoir si ces auto-anticorps étaient finalement des antagonistes. Finalement, ces anticorps produisaient des effets PCP, PCP dépendants ou kétamine dépendants. En fait, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'avec ces auto-anticorps anti-NMDA, on n'a pas d'effet ionotropique. Donc cet auto-anticorps n'est pas un antagoniste du récepteur NMDA. Et donc, on se trouvait quand même avec une question assez lancinante qui était, on a un anticorps qui n'est pas un antagoniste et pourtant, il semblait avoir une pathogénicité au niveau synaptique et au niveau réseau et comportemental. Et donc, le travail que l'on a fait, c'est d'utiliser différents types d'approches aujourd'hui disponibles dans les laboratoires pour essayer de comprendre comment cet auto-anticorps, qui n'est pas l'antagoniste, est capable d'induire une non-fonctionnalité du récepteur NMDA. Je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, on a utilisé différents types d'approches, mais en particulier ce qu'on appelle la single molecule, qui est une découverte, une nouvelle méthode établie dans les années 80-90, et qui a conduit à de grandes découvertes en biologie et qui permet de suivre un récepteur, une protéine en temps réel dans un tissu et de regarder comment une protéine dans un complexe se déplace. Et donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble de façon générale, donc chaque petit point que vous voyez ici, vous allez voir, la caméra va zoomer, chaque petit point c'est un récepteur, ce que vous ne voyez pas c'est un réseau hippocampique dessous, et vous voyez que c'est en temps réel, donc c'est grosso modo ce qui se passe dans votre cerveau à l'heure actuelle. Les récepteurs bougent, entrent dans les synapses, sortent des synapses et passent une grande partie de leur temps à la surface des neurones à explorer différents types de comportements. Donc ça, c'est un grand changement qui a eu lieu en neurosciences au début des années 2000 et qui permet aujourd'hui de vraiment revisiter notre compréhension de la transmission synaptique et de sa régulation. Et donc, ce que l'on a fait, évidemment, c'est d'essayer de regarder qu'est-ce qui se passe lorsque l'on expose des réseaux hippocampiques à des auto-anticorps, à des immunoglobulines type G purifiés, de sujets sains qui étaient porteurs de ces auto-anticorps, comparés à des réseaux exposés à des auto-anticorps de patients avec des troubles psychotiques. Eh bien, vous voyez sur cet exemple que 10 minutes d'exposition
d'un réseau avec les immunoglobulines purifiées de patients psychotiques conduit à ce qu'on appelle une espèce de dérèglement complet de la stabilisation du récepteur. Au lieu de rester dans la synapse un certain temps, afin de passer une information, afin de permettre une plasticité synaptique, l'auto-anticorps de patients et pas les auto-anticorps détectés chez des sujets sains induit une délocalisation du récepteur. Le récepteur, il est toujours à la membrane, il est toujours fonctionnel, il n'est juste pas à la bonne place. Ce qui évidemment suffit à dérégler le fonctionnement synaptique et le fonctionnement du réseau. Et donc on a regardé ça dans différentes cohortes, on a vérifié et reproduit cette observation et on a pu observer bien évidemment qu'à partir du moment où l'auto-anticorps déplaçait le récepteur NMDA à l'extérieur des synapses, eh bien la synapse perdait les propriétés, les fonctions spécifiques du récepteur NMDA. Par exemple, comme vous pouvez voir ici sur ce panel-là, la plasticité synaptique, le fameux sacro-saint en neurosciences, qui permet de regarder à quel point une synapse est capable de s'adapter à des changements d'activité. Eh bien, en présence d'auto-anticorps de patients psychotiques et pas avec des auto-anticorps de sujets sains, on a un arrêt complet et même un changement, une inversion du type de plasticité que l'on peut observer dans la synapse. Donc on a vraiment un effet fonctionnel extrêmement puissant, rapide, je vous parle de dizaines de minutes sur un système vivant. On a aussi regardé et testé la présence d'auto-anticorps chez les patients avec les premiers épisodes psychose. On a retrouvé une fraction de ces patients avec des auto-anticorps et on a pu, pour aller très vite, montrer que ces auto-anticorps avaient le même type de pathogénicité sur la dynamique des récepteurs NMDA, leur stabilisation et la fonction des synapses. Et comme l'a dit Marion, on a aussi regardé la présence des auto-anticorps avec cet exemple d'un patient avec un trouble autistique. Et comme vous pouvez le voir ici, on a comparé l'effet de cet auto-anticorps sur la dynamique des récepteurs, sa stabilisation, et on n'a observé aucun effet spécifique de cet auto-anticorps. Donc on se retrouve vraiment avec aujourd'hui au moins deux grandes catégories. J'aimerais en rajouter une. On vient de publier un article, une revue avec collègue Lenny Volmuth, qui travaille lui sur les auto-anticorps de patients lupiques, des auto-anticorps dirigés contre le récepteur NMDA. Il est très vraisemblable aujourd'hui qu'on se retrouve avec un répertoire d'auto-anticorps qui vont avoir des fonctions très, très, très différentes et des actions très différentes. En tout cas, on a pu identifier des auto-anticorps qui n'avaient pas d'effet pathogénique moléculaire, qu'on a identifié chez les sujets sains ou certains types de patients, versus des auto-anticorps chez des patients avec des troubles psychotiques qui ont un effet pathogénique moléculaire totalement marqué. Juste une parenthèse sur le fait que, au début, je vous ai décrit l'interaction et cette hypothèse centrale dans la compréhension des mécanismes psychotiques entre la voie glutamatergique et dopaminergique. Et j'aimerais juste vous illustrer ce travail que l'on a fait il y a aussi quelques années, qui essaie de regarder quel est l'effet de ces auto-anticorps antirécepteurs NMDA sur les récepteurs dopaminergiques. Alors vous allez me dire, ça n'a strictement rien à voir, le récepteur est spécifiquement contre le récepteur NMDA, il ne lie pas le récepteur dopaminergique. Mais par contre, quelque chose qu'on a, je pense, pas encore totalement intégré, mais qui aujourd'hui émerge comme une réalité vivace en neurosciences, c'est que à la surface d'un neurone, tous ces récepteurs cohabitent. On aime bien sectionner les choses dans les laboratoires, chacun travaillant sur son récepteur, mais dans la vraie vie, les récepteurs, pour certains, ils interagissent directement à la surface des neurones. Ils bougent, ils se rencontrent, ils fusionnent un certain temps, ils se détachent. Et ça, c'est un mouvement permanent. Et donc, à partir de ce travail-là, on s'est dit, mais si on perturbe le récepteur NMDA, qu'est-ce qui se passe sur le récepteur dopamine? Une voie très importante dans ces pathologies-là. Et pour aller très vite, travail que l'on a publié en 2019, aussi en collaboration avec Marion, on a pu montrer que lorsque l'on présente ces auto-anticorps anti-NMDA de patients psychotiques sur des réseaux hippocampiques, au bout de quelques heures, on a une altération majeure de la dynamique des récepteurs dopaminergiques. Et cette modification dépend de l'interaction entre les récepteurs. Et un an plus tard, Joseph Dalmau a confirmé ce résultat in vivo en montrant que l'exposition de l'hippocampe avec des auto-anticorps induit une altération d'expression de ces récepteurs dopaminergiques et des altérations de dopamine dépendantes. Donc vous voyez qu'on peut avoir, je dirais, tous les chemins d'un tarot, on peut avoir une entrée moléculaire sur le récepteur NMDA qui va au cours du temps
altérer la dynamique d'autres récepteurs qui sont des récepteurs fonctionnels associés au récepteur NMDA. Et comme vous pouvez voir ici, aujourd'hui, les interactions connues sont les récepteurs dopaminergiques, les récepteurs nicotiniques, des canaux potassiques, etc., etc. Beaucoup d'acteurs qui sont connus dans la littérature pour avoir un rôle dans ces mécanismes. Donc je pense que dans le futur, on va devoir, à l'échelle neuroscientifique et recherche fondamentale, se poser vraiment la question, est-il vraiment si utile d'étudier très séparément ces récepteurs? Car comme dans un jeu de domino, lorsque l'un est perturbé, les autres suivent en général. Donc le premier message que je voudrais juste passer, c'est que les auto-anticorps contre le récepteur NMDA, en tout cas, sont des modulateurs majeurs de la dynamique et de l'organisation du récepteur. Ce ne sont pas des antagonistes, ce ne sont pas des bloqueurs. Ils n'induisent pas un changement d'expression de membrane, ils désorganisent le récepteur. J'aime souvent prendre cette expression, le GPS du récepteur est totalement perturbé. Il est toujours là, il est toujours fonctionnel, mais il n'est pas au bon endroit. Et donc, d'un point de vue thérapeutique, même pour le futur, il est à peu près inutile d'essayer de l'activer ou de le bloquer. Il est plus important de le maintenir au bon endroit versus le laisser partir à l'extérieur. Et enfin, pour finir, 2-3 diapositives sur les efforts translationnels que l'on fait ensemble. Et Marion a cité déjà un ou deux qui sont absolument essentiels et on y met une énergie très importante parce qu'on pense qu'il y a vraiment une révolution en cours dans ce domaine-là. Bien que n'étant pas clinicien, je pense qu'on a vraiment besoin là, de travailler tous ensemble pour faire des avancées majeures. Et la première question, elle est toute simple, elle est très prosaïque. Est-ce qu'on détecte bien les auto-anticorps dans les échantillons de patients? Et si on regarde les littératures avec des patients présentant un trouble psychotique, la réponse est aujourd'hui très peu claire. Et donc, on a fait un travail de comparaison, je ne rentrerai pas dans le détail, je serais ravi d'en discuter plus tard avec vous, où on a pris les mêmes échantillons et on les a exposés à différents centres, à Lyon, chez Jérôme Honorat, un centre référence, à Oxford, à Londres. Et ce sont des centres qui utilisent différents types d'approches, et notamment à Londres, avec l'approche commerciale aujourd'hui qui est le kit euro-humain. Et pour aller très vite, ce qui était déjà un petit peu dans les couloirs, dans les tuyaux, c'est que ces approches donnent des résultats extrêmement différents. Le kit commercial romain étant le moins sensible, en tout cas avec les patients qui ne présentent que des troubles psychotiques. Et donc, on se retrouve avec là des résultats qui dépendent totalement du type d'approche qui est utilisée. Et donc, on pense qu'il y a un vrai gros travail à faire là-dessus, à la fois sur les approches et puis avoir des centres qui nous permettent de rechercher la présence des auto-anticorps. On contribue à cet effort général. On est en train de mettre sur pied à Bordeaux une plateforme inoptique en travail évidemment avec nos amis lyonnais pour permettre de détecter les auto-anticorps avec des approches aujourd'hui semi-quantitatives qui soient transposables dans les centres à travers le monde, et puis regarder la pathogénicité. J'ai un peu insisté là-dessus tout à l'heure, mais c'est, je pense, très important si on veut sortir de ce brouillard perpétuel, de se dire mais ils sont là, ils sont pas là, je sais pas, ils font quelque chose ou pas. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir ces deux informations. Ils sont là et ils font quelque chose à l'échelle moléculaire. Et donc, on travaille sur cela. On espère pouvoir finaliser cet effort qui a commencé il y a plusieurs années maintenant, très prochainement. Et enfin, l'essai clinique qui est en cours, donc le PHRC Team des pistes. Donc le concept, je pense que vous l'avez tous totalement intégré avec le fait d'identifier cette sous-population de patients qui expriment ces auto-anticorps et leur proposer une immunothérapie. Marion a déjà mentionné l'effort parallèle de nos collègues avec lesquels on entretient des relations très, très collaboratives à Cambridge et à Oxford. Ils avaient déjà publié d'ailleurs il y a quelques temps une première série où ils avaient traité des patients diagnostiqués avec une schizophrénie qui étaient séropositifs et ils observaient des effets, des améliorations cliniques absolument remarquables. Et donc, on a mis en place un PHRC à travers la France avec les centres experts de la Fondation fondamentale. Vous avez ici la liste des différents CHU qui sont impliqués dans ce projet. Le Covid nous a ralenti et nous a mis à l'arrêt l'année dernière, mais théoriquement, on va creuser les doigts, à l'automne, nous devrions pouvoir lancer ce PHRC avec l'ensemble de ces centres. Et donc, on va recruter donc, des patients dans les unités en psychiatrie. Je ne rentre pas dans le détail là, j'aurai un grand plaisir à en discuter avec vous plus tard si vous le souhaitez, afin d'identifier ces patients et de leur proposer un traitement à une immunothérapie.
Donc, le deuxième message, c'est est-ce qu'on trouve des auto-anticorps chez des patients avec des troubles psychotiques diagnostiqués avec une schizophrénie? La réponse est oui. Est-ce que ces auto-anticorps sont pathogéniques à l'échelle moléculaire? La réponse est oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une méthode extrêmement sensible et fiable que l'on peut utiliser en routine? La réponse est non. Ça ne veut pas dire qu'évidemment il faut baisser les bras. Au contraire, il y a un énorme travail à faire sur la structuration d'un outil translationnel qui nous permet de faire de l'identification des auto-anticorps et puis de valider ça avec un essai thérapeutique en cours. Et enfin, peut-être la diapositive la plus importante, vous voyez que depuis presque 10 ans maintenant, on a ce travail main dans la main avec Marion et d'autres laboratoires, Jérôme Nord a été mentionné, qui nous permet vraiment d'avoir un effort à l'échelle nationale sur à la fois la recherche clinique, le PHRC qui va démarrer, la recherche diagnostique, très important. Si on n'est pas capable de mesurer l'outil, ça ne sert à rien, on va tourner en rond, comme c'est un petit peu le cas à l'heure actuelle. Donc on a vraiment besoin d'identifier cet axe comme une priorité. Et la recherche fondamentale, comprendre comment ça marche. On a des mécanismes d'action qui sont vraisemblablement différents, et on a aussi vraisemblablement d'autres auto-anticorps. Et je finirai là-dessus, qui sera la diapositive de transition pour la présentation du VMASCOS de l'Institut Pasteur, qui est que le récepteur NMDA, il a été sous le feu de la rampe parce que beaucoup de recherches a été faite sur cette entité à la fois clinique et moléculaire, mais il est très probable qu'on retrouve à la fois d'autres auto-anticorps. Rappelez-vous la première diapositive que je vous montrais. Et le même type de travail va être nécessaire pour essayer de comprendre à la fois si on ne regarde que le sommet de l'iceberg avec cet auto-anticorps. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Remercier l'ensemble de mes collaborateurs. J'ai déjà insisté sur le fait que ce travail-là et le chantier qui est devant nous ne peut se faire qu'avec des laboratoires de neurosciences, de neurologie, de psychiatrie. Je pense qu'on a vraiment posé les bases avec Marion de ça. C'est un effort de tous les jours. Ce sont des disciplines qui parfois ont des angles de vue différents. Au jour d'aujourd'hui, on a réussi à mettre en place l'ensemble des moyens nécessaires. Donc, si cela vous intéresse, rejoignez-nous pour ce changement majeur dans notre champ de discipline. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager ce que vous avez clairement défini comme une révolution, et on y reviendra, je pense. C'est un grand plaisir, donc, puisqu'il a déjà été un peu introduit, d'écouter Hugues Mascos, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur et qui va nous ouvrir d'autres voies de mécanismes physiopathogéniques de ces psychoses auto-immunes. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à présenter nos données, surtout non publiées, dans ce travail qu'on qualifie de myasthénia gravis, mais du cerveau. Pour expliquer un peu plus, on s'inscrit dans ce travail sur les synaptopathies auto-immunes, comme le récepteur NMDA. Et comme Laurent et d'autres, on a les mêmes questions. Ils viennent d'où? Est-ce qu'ils ont un rôle? Comment ces auto-anticorps pénètrent le cerveau? Dans notre cas, il y a aussi une auto-immunité potentiellement contre les cellules du système immunitaire. Et quelle est leur pathogénicité? Notre spécialité, c'est le récepteur nicotinique à l'acétylcholine. Le système cholinergique chez l'homme est assez important, bien plus important que chez les petits rongeurs. Et vous avez là un noyau, le nucleus basalis, qui inonde tout le cortex et d'autres structures sous-corticales avec l'acétylcholine. Et après, il y a évidemment aussi les nerfs vagues et autres qui sont cholinergiques. Le récepteur nicotinique est un pentamère. Il y a 2 sites de liaison pour l'acétylcholine. Si vous êtes fumeur, évidemment pour la nicotine. Et après activation, il y a des ions, des cations qui pénètrent à l'intérieur de la cellule.
et il est impliqué dans pas mal de troubles ou capacités cognitives, est présent un peu partout, pas seulement au niveau du système nerveux central, mais aussi périphérique, et d'une complexité quand même pas négligeable, parce qu'il y a un bon nombre de gènes qui codent pour les différentes sous-unités. Et on a dans le système nerveux central surtout une combinaison en hétéropentamère, alors des sous-unités alpha-bêta. Au niveau du système périphérique, d'autres gènes alpha-3 bêta-4. Et après, ce qui va nous intéresser beaucoup, le récepteur homopentamérique alpha-7 qui se trouve un peu partout, y compris sur les cellules du système immunitaire. Ici, la représentation de la complexité du système. Et ce qui nous intéresse aussi, il y a une sous-unité alpha-2 qui est surtout présente chez l'homme et les primates et qui remplace la sous-unité alpha-4 chez les rongeurs. Ici, une coupe de cerveau humain avec des sites de liaison de haute affinité pour la nicotine. Et vous voyez bien, il y a une très forte expression de ces sites de liaison pour la nicotine. On peut aussi identifier ces récepteurs in vivo par des manipulations en PET, parce qu'il y a des ligands PET pour établir la densité des sites de liaison pour la nicotine chez les patients. Ici, c'est des patients Alzheimer qui ont un très fort déficit de leur système cholinergique. Mais il y a aussi l'autre côté, il y a une très forte expression du système nicotinique chez les embryons, les fœtus. Et ici, il y a une coloration pour l'expression des récepteurs nicotiniques chez l'homme à 8 et 12 semaines post-conception. Il est alors tout à fait possible que quand la mère est porteuse de ces auto-anticorps contre le récepteur nicotinique, qu'il y ait bien une altération du développement du cerveau du bébé. Alors là, contrairement à Laurent, je me trouve au XVIIe siècle que des maladies liées au récepteur nicotinique ont été décrite pour la première fois en latin, où il s'agit de la maladie de la myasthénia gravis, où il y a une production d'auto-anticorps contre le récepteur nicotinique du muscle. Et quand ces auto-anticorps se fixent au muscle, il y a induction du complément qui va détruire la cellule musculaire, et on se pose évidemment la question si c'est aussi possible quand un récepteur nicotinique se fixe sur ses cibles dans le cerveau. Pour la myasthénia gravis, il y a bien un lien génétique. Il y a des études de Jewaz où chez les malades, les gens ont bien identifié des allèles de type MHC qui sont liés à cette auto-immunité du récepteur nicotinique. Et il y a aussi des études de nos voisins de Necker où il est clair que cette auto-immunité peut être provoquée par une expression qui n'est pas complète du gène alpha-1 du récepteur nicotinique du muscle dans le thymus lors de l'établissement de l'immunité. On a alors pris cela comme point de départ pour un travail qui a déjà vu une armée d'étudiants Erasmus et M2 et récemment une thésarde d'Estelle Darrow pour s'attaquer à cette question de l'auto-immunité contre le récepteur nicotinique. Et on travaille aussi avec Marion et Riyad Tamouza où on regarde spécifiquement dans le sérum des malades schizophrènes et bipolaires s'ils ont bien
des récepteurs, des auto-anticorps contre le récepteur nicotinique dans le sérum. Et on trouve bien, avec nos tests assez sensibles, une présence d'auto-anticorps contre le récepteur nicotinique de type alpha 7 dans cette cohorte où le taux des auto-anticorps est bien élevé chez les patients comparé aux témoins. Ce qui est aussi intéressant, quand on dose par exemple ces auto-anticorps contre le récepteur nicotinique à l'admission et à la décharge, il y a bien une diminution avec le traitement. Ça, c'est le cas ici pour les patients bipolaires. Par contre, on n'a pas trouvé une association avec l'âge ou le sexe. Alors, pour aller droit au but, on a besoin vraiment de neurologues. C'est pour ça que notre président va peut-être aussi s'intéresser à cette approche. Il y a la possibilité de cloner ces auto-anticorps quand il arrive dans le cerveau et dans cette même pathologie de l'auto-immunité du récepteur NMDA. Nos collègues neurologues de la Charité de Berlin ont réussi à cloner les cellules lymphocytaires B à partir du liquide céphalorachidien des patients diagnostiqués auto-immunité NMDA. Mais on a pu démontrer avec nos techniques de détection que dans ces patients, il y a une forte présence, une présence plus importante d'auto-anticorps contre le récepteur nicotinique, même si bien sûr il y a aussi des auto-anticorps NMDA qui sont présents parce que c'est comme ça que le diagnostic a été établi. On a créé un système de détection très fiable, très sensible, basé sur l'utilisation d'ELISA avec une préparation biochimique de la partie extracellulaire du récepteur nicotinique, des différentes sous-unités qu'on est capable de doser chez ces patients, y compris dans leur liquide céphalorachidien. Quand on fait une électrophysiologie sur ovocytes de Xénope, de ces auto-anticorps monoclonaux des patients, on trouve, contrairement au récepteur NMDA, que ces auto-anticorps nicotiniques sont bien des antagonistes parce que quand on les donne, on les met dans le bain qui sert à faire l'électrophysiologie, il y a une forte diminution des courants cholinergiques à travers de ces récepteurs nicotiniques humains qui sont bloqués par les auto-anticorps de façon très très nette. On est alors en train, avec Estelle, de commencer à infuser ces auto-anticorps nicotiniques chez les petits rongeurs pour regarder les conséquences sur l'activité cérébrale de la petite souris, où on a des hypothèses, parce que comme chez la souris, il est possible de faire l'inactivation complète des gènes qui codent pour le récepteur nicotinique, on a déjà trouvé une altération assez importante de l'activité corticale chez la souris knockout, et on s'apprête à démontrer que ces auto-anticorps humains vont aussi altérer par beaucoup l'activité corticale chez la souris. Je vais alors aborder l'origine de ces auto-anticorps nicotiniques, et on a pu démontrer que des infections bronchiques comme avec la grippe sont capables de créer, au moins chez les modèles animaux, ces auto-anticorps nicotiniques. Et on va évidemment maintenant poursuivre ce type d'études aussi avec la maladie actuelle, parce qu'on émet aussi l'hypothèse que l'infection bronchique par le Covid serait aussi capable de créer des auto-anticorps contre le récepteur nicotinique, qui peut-être chez certains patients vont aussi pénétrer le cerveau et être responsables de conséquences neurologiques psychiatriques qu'on commence à observer chez des patients qui ont survécu au Covid. Je vais alors rester là pour indiquer tous
le personnel qui a contribué à ces études dans mon unité à l'Institut Pasteur. Et voilà, je vais m'arrêter là pour avoir peut-être une discussion plus groupée avec les autres intervenants. Merci. Merci. Peut-être monter. On n'a plus beaucoup de temps pour les questions, malheureusement. Est-ce qu'il y en a une dans la salle? Moi, je voudrais vous en poser une concernant les récepteurs NMDA. L'histoire des encéphalites qui a été une vraie révolution en neurologie, les encéphalites auto-immunes, pour nous, ça a été extraordinaire, probablement une des avancées la plus importante de ces dernières années. C'est pour ça que vous vivez peut-être ce que nous, on a vécu quelques années auparavant. Dans les maladies auto-immunes, vous l'avez dit, et l'histoire des encéphalites auto-immunes le démontre, puisque, si vous vous rappelez, c'est un ours blanc à Berlin qui fait sa crise d'épilepsie, qui se noie, et c'est à ce moment-là qu'on a sorti un peu ce concept des maladies, des encéphalites auto-immunes. Est-ce que vous avez pu reproduire ces anomalies, ou est-ce que vous avez des modèles animaux, comme c'est en train d'être évoqué par Uwe à Bordeaux, qui serait peut-être un élément majeur, effectivement, du concept de maladie auto-immune? Absolument. Donc, on a pu, notre laboratoire, mais d'autres laboratoires, reproduire le modèle animal, soit en infusant les immunoglobulines purifiées, en utilisant aussi les anticorps monoclonaux de nos collègues allemands, et même dans un modèle d'induction, c'est-à-dire qu'on injecte un fragment du récepteur NMDA, l'animal s'auto-immunise et produit des auto-anticorps contre le récepteur, et donc ça nous montre tout le tableau d'altération comportementale qui est à peu près ce qu'on aurait pu attendre par rapport au tableau clinique. Donc oui, aujourd'hui, on a vraiment le modèle animal pour aller vraiment au cœur du problème, qui est à la fois sur les différentes structures du cerveau. On a quand même une atteinte très limbique. Le récepteur NMDA, il est partout. Donc ça pose quand même des questions à l'échelle du cerveau entier. Donc oui, aujourd'hui, on a vraiment les outils de la molécule au modèle animal pour aller plus loin. Et alors, pour Marion, si vos vignettes cliniques, donc à un moment, ils sont positifs, 3 ans après, ils sont négatifs, donc on sait combien c'est fluctuant, on sait que c'est lié aux techniques. Il y a quand même des patients pour lesquels, le premier en tout cas, pour lequel il y a un fort doute de la réalité de cette psychose auto-immune, parce qu'il y a des bandes oligoclonales, ce qui n'est quand même pas banal dans une psychose, je crois, mais en tout cas, c'est le témoin qu'il y a au moins une inflammation, même si on ne la voit pas en imagerie. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous les avez traités, ces patients, et avec quoi? On aimerait beaucoup les traiter. Malheureusement, les études cliniques sont en cours et pour le moment, on n'a pas l'autorisation, en tout cas en France, de les traiter. Alors, il y a quelques exemples, un certain nombre d'internistes et un certain nombre de patients qui reviennent nous voir quelques années après pour nous dire le docteur Intel m'a mis sous immunothérapie ou sous corticoïdes et je suis guéri. Donc, mais c'est des histoires de chasse et on a vraiment besoin, pour pouvoir documenter cette histoire, d'études contrôlées comme celle qui va avoir lieu, on espère, à partir de la rentrée prochaine, pour pouvoir documenter et concrétiser l'espoir qu'on met dans toute cette histoire de psychose auto-immune qui pourrait concerner entre 10 et 20% des patients, ce qui n'est pas négligeable, mais pour lequel, encore une fois, il y a des questions cliniques, des questions diagnostiques biologiques et des questions thérapeutiques qui se posent. Est-ce qu'il y a des questions Oui, pardon. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vais parler fort. Emmanuel Cogna, au Centre de neurologie cognitive à Paris. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante et très riche et très humble, avec à la fois des résultats scientifiques qui sont extrêmement importants et une humilité. J'ai plein de questions, mais il y en a une un peu provocante qui est est-ce qu'on a formé l'hypothèse que ces anticorps ne soient pas des anticorps causaux impliqués dans le mécanisme physiopathologique, mais qu'ils soient purement des marqueurs, dans la mesure où leur prévalence a l'air importante, où il y a différents anticorps qui peuvent être identifiés, et qu'on est face à des pathologies dans lesquelles la synapse a priori a des problèmes et pourrait avoir des problèmes constitutionnels. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces anticorps apparaissent entre guillemets fortuitement parce que justement la synapse dysfonctionne de très longue date? C'est évidemment une question essentielle. Je peux juste démarrer la réponse à l'échelle moléculaire et chez l'animal. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que ces auto-anticorps chez les patients sont capables à eux seuls d'induire à la fois la dysfonction au niveau de la synapse et chez l'animal.
Lorsque l'on déplète les poules d'immunoglobulines de ces auto-anticorps anti-NMDA spécifiquement, on n'a plus aucun effet sur la synapse, sur l'altération comportementale chez l'animal, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il y a un consensus, c'est bien que ces auto-anticorps ont un potentiel pathogénique assumé et vérifié. Après, votre question, c'est chez les patients, on voit qu'on a une expression qui peut être fluctuante. Donc là, les questions restent en cours et je pense que ça serait aller trop loin que d'être affirmatif là-dessus. Mais en tout cas, le corpus expérimental et d'évidence montre qu'ils ont une pathogénicité très clairement établie, que ce soit sur la dynamique ou sur l'activité des courants des récepteurs comme les récepteurs nicotiniques. Ce sera la dernière question. Non, je vous laisse la dernière question, sinon le président des journées m'en voudra. Merci beaucoup. Une question très simple, parce que je n'ai pas entendu l'hypothèse que vous avez sur le passage de la barrière hémato-encéphalique, parce que pour l'instant, pour l'essentiel, si je comprends bien, c'est dépisté dans le sérum. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à ce que forcément ça passe la barrière? Si ça passe la barrière, c'est comment? Évidemment, chez l'homme, c'est pas très clair comment ça peut arriver. Dans le cadre de diagnostic encéphalite NMDA, on trouve des zones dans le cerveau où il y a une présence de lymphocytes B qui produisent ces auto-anticorps. Et c'est ces lymphocytes B qu'on arrive aussi à isoler à partir du liquide céphalorachidien. Ça, c'était un peu à l'origine de notre étude avec les auto-anticorps clonés à Berlin. Mais comment et dans quelle mesure des lymphocytes B, chez l'homme surtout, arrivent dans le cerveau est pas très clair. Chez la souris, on a trouvé une porosité de la barrière hémato-encéphalique après une forte infection grippale. Ça, c'est les données que je n'ai pas montrées, mais là où on trouve après des lymphocytes B et des plasmoblastes dans le cerveau de la souris. Et évidemment, chez la souris, on est capable de regarder l'étanchéité et la destruction de la barrière hémato-encéphalique sous l'emprise d'une infection grippale très, très forte. Mais je n'ai pas vraiment connaissance de la littérature qui aurait pu faire pareil pour la pénétration de lymphocytes B dans un cerveau humain. Merci beaucoup, c'est le début d'une histoire que j'espère longue. Donc merci, on a pris un tout petit peu de retard, mais on avait commencé, on a voulu que les gens arrivent, et donc je vais laisser la place